Amis joueurs, bonjour, je suis ravi encore une fois de vous présenter un nouveau jeu et surtout de vous retrouver sur la chaîne sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu, un jeu qui est sorti tout récemment et c'est un nouveau Flip and Write. Vous savez, le Flip and Write, c'est la mécanique de jeu qui consiste à révéler une ou plusieurs cartes, choisir une combinaison parmi ces cartes pour ensuite l'inscrire, le gribouiller sur du papier. Finalement, rien de bien compliqué. Mais ici, dans ce jeu, il va y avoir une petite dose d'interaction et ça change tout. Et le jeu d'aujourd'hui, c'est Cartographers. Cartographers, c'est un jeu de 1 à 100, rien que ça, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans Cartographers, on va incarner un cartographe qui a été missionné par la reine Jinax pour cartographier finalement ces terres pour les revendiquer. La reine Jinax, ils sont sérieux, c'est quoi ce nom? Et notre réputation va bien sûr être plus élevée si on arrive à suivre ses recommandations et ses ordres. Mais les monstres qui rôdent sur le territoire pourraient bien nous mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt des taches sur notre parchemin. Car oui, on ne sera pas seul sur ces terres, il va falloir placer de manière ingénieuse les frontières pour ne pas laisser l'ennemi nous envahir. Cartographers, c'est un super jeu de flip and write où on va devoir placer cette fois-ci des terres, des champs, des lacs, des villes, des villages, mais aussi des forêts avec une forme à chaque fois particulière, un petit peu à la manière d'un Tetris, une ligne droite, un carré ou un T. Et ces formes, bien sûr, seront à chaque fois différentes. Et on va devoir les placer au fur et à mesure du tirage des cartes sur notre carte afin d'être le meilleur cartographers du monde. Rien que ça. Et vous allez voir que vous allez même pouvoir faire parler vos petits talents de dessinateur. On va voir ça tout de suite. Soyez prêts à cartographier de la meilleure des façons pour avoir les faveurs de notre chère reine Jinax. Cartographers, c'est parti, c'est maintenant. Avant de commencer à jouer, on va faire un petit tour sur le matériel et sur les différentes cartes qu'il y a dans le jeu. Déjà, si on veut gribouiller, il va nous falloir un parchemin qui sera vierge et qu'on va distribuer à chaque joueur, avec aussi un crayon qui est fourni dans la boîte, mais pour cette vidéo, je vais plutôt utiliser des feutres de couleur. Je trouve ça finalement plus sympa et vous allez vite comprendre pourquoi. On va inscrire tout en haut de son parchemin son nom et son titre, ça c'est pour le fun. Et on pourra même y accoler un blason. On va disposer les cartes décrets dans cet ordre, c'est ce qui va déterminer nos objectifs au fur et à mesure des saisons. Et justement, on va placer de façon aléatoire les cartes décompte qu'on aura pris soin de bien mélanger pour ensuite appliquer une mission à chacun de ces décrets. Donc finalement, on va avoir un décret, une mission. Mais non, en fait non, pas tellement, car en regardant de plus près les cartes saison, on voit que pour chacune, on devra comptabiliser les points de 2 de ces décrets. Et ça, bien sûr, ça va changer au fil des saisons. Donc, par exemple, ici, on va débuter logiquement par le printemps. On va commencer par gagner des points en accomplissant les missions des décrets A et B. Donc, finalement, les objectifs qu'on retrouve ici, inscrits en vert et en rouge sur les cartes, juste au-dessous. Je vais placer les cartes saison juste à côté, ici. On va faire une petite pile avec les 4 cartes embuscades qui vont représenter les monstres qui vont pouvoir apparaître sur notre parchemin si on n'a pas vraiment de chance. On va maintenant mélanger les cartes exploration. On va y ajouter la première carte embuscade qu'on aura mélangée. On remélange et ça va nous former notre pile principale qu'on va mettre à disposition face cachée pour la première manche. Voilà, la mise en place est terminée. Voyons tout de suite comment on joue. Et une partie va se dérouler donc en 4 saisons. Et à chaque saison, on va jouer selon 3 phases. La phase d'exploration, on va dévoiler les cartes pour connaître ce qu'on va devoir cartographier. La phase d'esquisse, où on va dessiner à proprement parler sur notre parchemin. Et la phase de vérification pour savoir si la saison en cours est terminée, auquel cas on va gagner des points selon les objectifs de cette saison avant de passer à la suivante. Et on commence donc avec la phase d'exploration. Et comme je vous le disais, on va tout simplement dévoiler, retourner une carte du sommet de la pile des cartes exploration. Par exemple ici, je retourne, j'ai la carte forêt oubliée. On peut voir ici un compteur de temps, on y reviendra un tout petit peu plus tard, ça va nous servir pour savoir si la saison va se terminer ou non.
On retrouve donc le nom de la carte, le type de terrain qu'elle propose, ici ce sont des forêts, logique, et aussi les formes qu'on va pouvoir donner à ce terrain sur notre parchemin. Ici j'ai le choix entre deux formes, et ces formes finalement elles font penser à une sorte de Tetris, et ça va être tout le but de notre mission, c'est-à-dire qu'on va devoir compléter au maximum notre parchemin pour que tous les terrains puissent s'imbriquer au mieux sans empiéter sur les autres terrains. Mais parfois, on aura aussi le choix, non pas entre deux formes, mais entre plusieurs terrains. Mais à cette fois-ci, avec une forme imposée, ou même carrément de nous laisser le choix de n'importe quel terrain, mais avec une forme toute petite, ici représentée avec seulement un petit carré. D'ailleurs, je profite de cette carte pour vous montrer les différents terrains qu'on va pouvoir cartographier. On retrouve les forêts, comme on vient juste de le voir, les villes, les villages en rouge, les champs, les lacs et les monstres. Tous les joueurs vont donc prendre connaissance de cette même carte, celle qui vient d'être révélée, et on va pouvoir passer immédiatement à la deuxième phase, la phase d'esquisse. Et on va alors simplement dessiner le terrain et la forme qu'on souhaite sur notre parchemin. Bien entendu, on ne pourra pas dessiner sur une case qui sera déjà occupée par un autre terrain qu'on aura dessiné pendant les tours précédents, ni sur une case montagne comme on peut les voir ici. On pourra très bien faire pivoter la forme qu'on aura choisie pour la placer plus facilement où on souhaite. Et ce terrain pourra être placé n'importe où sur la carte sans forcément être dessiné juste à côté d'un autre terrain qu'on aura dessiné avant. Et pour nous guider un petit peu dans notre choix, on va devoir peut-être se référer aux différents objectifs qu'on avait placés, souvenez-vous, en tout début de partie. Ici, je peux voir que sur l'objectif A, que je pourrais gagner une étoile de réputation pour chaque case de type forêt qui sera adjacente à un bord de parchemin. J'ai donc finalement peut-être tout intérêt à choisir de placer mes forêts sur un côté ou dans un angle. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Attention, l'artiste! Il pourra arriver, mais c'est quand même relativement rare qu'on ne puisse pas placer la forme indiquée sur notre carte. Et on va alors quand même placer un bout de terrain, mais seulement de une case, n'importe où sur notre carte. Ce qui nous permettra finalement de combler les trous qui vont s'accumuler peut-être au fur et à mesure de la partie. Et on en a parlé, les cases montagne. Et comme on peut le voir, il y en a plusieurs sur notre carte. Et juste en dessous, on peut voir un symbole en forme de pièce. Ce qui signifie en fait que si on arrive à entourer une case montagne par ses quatre versants, on va alors gagner immédiatement une pièce. On va colorier la pièce juste là, ce qui nous fera des points supplémentaires en fin de partie, on va le voir. L'autre moyen de gagner ces fameuses pièces, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est de choisir une forme qui est généralement un peu plus petite et qui va recouvrir donc moins de cases, mais qui va là aussi nous faire gagner une pièce supplémentaire. Et vous vous souvenez des petites cartes embuscades qu'on avait mis de côté au début, celles avec les monstres. Eh bien, si on révèle une de ces cartes monstres, on va alors passer immédiatement son propre parchemin à un de ses voisins selon le sens de la flèche sur cette carte. Chaque joueur va alors devoir placer les monstres de la carte, là aussi avec la forme qui sera proposée, où il le souhaite, sur le parchemin qu'on vient de récupérer. Le but va être évidemment de trouver l'endroit le plus vicieux pour bloquer la stratégie de son adversaire. Et comme toujours, si c'est impossible, alors on fera une case unique avec un motif de monstre. Tous les joueurs vont ensuite quand même récupérer le parchemin qui leur est propre. On défausse la carte embuscade et on la range. Elle sera plus utilisée pour le reste de la partie. Pendant la phase d'exploration, on va aussi pouvoir révéler une ou plusieurs cartes temple en ruine. On va devoir alors poursuivre la révélation jusqu'à voir une carte classique ou une carte embuscade. Et on va là avoir une contrainte. C'est-à-dire qu'on va devoir placer le terrain avec la forme de son choix comme d'habitude. Mais il va falloir surtout qu'il recouvre obligatoirement un symbole de ruine sur notre parchemin. Et si c'est impossible, alors on pourra dessiner, on esquissera une unique case n'importe où. Donc attention à bien laisser des cases ruines disponibles au cas où. On peut maintenant passer à la dernière phase et on va tout simplement vérifier d'abord si c'est la fin de la saison. Pour cela, on va consulter la ligne temporelle de la manche en cours. Ici, au printemps, le seuil est de 8. On va alors additionner les valeurs temporelles avec les petits sabliers de chacune des cartes qu'on aura révélées jusque-là. Et si on atteint ou qu'on dépasse le seuil défini par la saison, eh bien la saison s'achève et on va passer au décompte des points pour cette manche. Sinon, la saison va se poursuivre, on recommence une nouvelle exploration. On va alors reprendre toutes les cartes exploration qu'on vient de jouer, on les ajoute aux cartes non utilisées,
on y ajoute une nouvelle carte embuscade avec les monstres. On va mélanger le tout avant d'entamer une nouvelle saison. Et pour le décompte des points, vous vous rappelez, on va se référer aux objectifs tout en haut de la saison. Ici, encore une fois, pour le printemps, ça va être les objectifs A et B. Pour l'objectif A, c'était 1 point par forêt adjacente à un bord, donc je vais les compter et marquer le nombre de points correspondant juste ici. Et je vais faire de même avec l'objectif B, qui me disait que je vais remporter 8 points par région de 6 villages ou plus. Une région, ce sera simplement un regroupement de plusieurs terrains du même type. Donc ici, par exemple, j'ai 2 villages de 4 et de 5 cases. Elles sont adjacentes. Je peux donc les considérer comme une région. Et cette région fait donc 9 cases. Je peux donc inscrire mes 8 points supplémentaires. J'inscris ensuite le nombre de pièces que j'ai amassées. Et je vais perdre 1 point par case vierge située à côté d'une case monstre sur mon parchemin. Et c'est parti pour une nouvelle manche. On change de saison. On va dévoiler l'été, l'automne et enfin l'hiver. Et une fois que l'année va être écoulée, on fera le total des points. Celui ou celle qui aura le plus d'étoiles de réputation gagnera évidemment la partie. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui aura perdu le moins de points avec les monstres tout au long de la partie qui va être déclaré vainqueur. Vous l'aurez donc compris, Cartographers, c'est un super flip and write. On va devoir choisir la forme, le terrain, ou alors des fois ça va nous être imposé pour ainsi bâtir et cartographier de la meilleure des façons notre parchemin et de les imbriquer au mieux pour avoir un maximum de points. Mais ce qui va faire la différence avec les autres jeux qui ont les mêmes mécaniques, c'est forcément cette petite dose d'interaction quand on va donner le parchemin à son voisin qui va essayer de pourrir littéralement notre jeu en mettant les monstres de la façon la plus frustrante pour le propriétaire du parchemin. Pour le bloquer, on va très bien voir quels sont ses objectifs et on va essayer de faire en sorte qu'il se pénalise un maximum à la fin et ainsi on va lui faire accumuler un maximum de malus. Et en plus on arrivera à le faire tôt dans la partie et plus les malus vont s'accumuler. Et peut-être que vous l'aurez compris, mais quand on ne va pas tirer justement ces cartes embuscades avec les monstres, elles vont s'accumuler pour chacune des manches, pour chaque saison. Et ainsi, à la dernière manche, on risque d'avoir 3, peut-être même 4 monstres d'affilée. Et là, ça risque d'être vraiment compliqué. Ça va carrément augmenter les probabilités d'en tirer au moins une. Ça, c'est vraiment pas mal. Car il est fort à parier qu'avec les 13 cartes exploration plus les 4 cartes embuscades avec les monstres qu'on va additionner, les probabilités vont forcément augmenter pour pouvoir en tirer une. Et c'est là que je trouve quand même un petit point négatif au jeu, il y a seulement 13 cartes exploration, ça fait vraiment pas beaucoup. Elles vont finalement entre les parties se ressembler entre les formes et les terrains qu'on va pouvoir faire, ça fait quand même pas beaucoup. On aurait aimé en avoir forcément un petit peu plus pour mettre un peu plus de rejouabilité dans le jeu, mais je pense que quand même ça aurait déséquilibré l'ensemble, surtout avec les cartes monstres, on les aurait tirées finalement beaucoup moins souvent et donc le côté interaction qui fait la caractéristique de ce flip and write, elle aurait été un peu dénaturée. Parlons du matériel, les parchemins, vous l'avez vu, ils sont un peu vieillots, un peu jaunis. Moi j'adore ça, ça nous met vraiment de suite dans l'ambiance un peu des jeux de rôle à l'ancienne. Le jeu est fourni avec 4 petits crayons à papier, ça casse pas 3 pattes à un canard. Nous on a vite décidé, comme d'habitude, de plastifier nos parchemins, nos cartes, pour ensuite les dessiner avec des stylos effaçables de couleurs. Ça rend le jeu encore plus dynamique, plus joli et on adore y revenir finalement. Et on va aussi améliorer nos talents de dessinateur. Et ça c'était vraiment pas gagné d'avance. Et honnêtement, je vous recommande d'utiliser des couleurs sur vos parchemins, ça facilitera énormément le comptage des points. Vous repérerez finalement beaucoup plus facilement au moment de tirage de cartes pour savoir où le mettre de manière la plus astucieuse, la plus ingénieuse et surtout à vous rapporter un maximum de points. Le rouge pour les villages, le jaune pour les prés, etc. Et le violet aussi pour les monstres, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. Et en continuant sur le matériel, on a sur le côté verso des parchemins une version un peu plus experte, une version un peu plus difficile, avec un véritable ravin au milieu, ce qui va limiter finalement les possibilités de gribouillage, où on pourra dessiner nos territoires. Donc il va falloir encore plus réfléchir sur nos placements, parce qu'on va vite se retrouver à court de cases, et notamment les cases ruines qu'on avait vues pendant les règles. La rejouabilité, elle est vraiment là, on l'a vu. Chaque saison va comporter des objectifs, le printemps A, B, l'été B, C, etc. Mais ces cartes objectifs, elles sont placées au début de manière totalement aléatoire et pas forcément dans l'ordre forêt, village, etc. Non. Donc finalement, il y a une bonne rejouabilité. Les objectifs du début ne seront pas les mêmes qu'à la fin. Et à la fin, on va faire les objectifs D et A. Donc attention de ne pas négliger le tout début de la partie non plus parce qu'on va accumuler des points.
pour la fin et faire une grosse remontada. Et pour ceux que ça intéresse, il existe évidemment, comme souvent dans les jeux aujourd'hui, une version solo. Rien de plus compliqué, ça s'adapte parfaitement au jeu solo. La seule différence, c'est quand on va tirer les cartes monstres, on va devoir regarder dans l'angle en haut à droite de chacune de ces cartes embuscades avec les monstres, le sens ou l'angle plutôt où on va devoir commencer par essayer de poser et de cocher donc les monstres en question avec la forme définie. Et si on ne peut pas, on va remonter progressivement ou se décaler progressivement jusqu'à qu'on puisse le placer. Et comme d'habitude, si on ne peut pas le placer, eh bien on va juste mettre un carré, une seule case sur notre parchemin. Astucieux, simple à mettre en place, le solo est parfaitement adapté à ce jeu. La seule chose qui manque finalement dans ce jeu, je pense que ça aurait tellement pu s'apprêter à ce style de jeu, il est vraiment marqué une épopée dans l'univers du role player. Je pense que c'était vraiment un mode campagne avec une aventure, des scénarios peut-être, l'ajout de cartes successives au fur et à mesure de notre aventure, ça aurait été tellement plaisant. C'est une idée que j'ai comme ça, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'il y aura une extension, qui sait. Et juste pour info, Cartographers, il a été nommé dans la catégorie Kennerspiel du jeu de l'année en Allemagne. Le jeu finalement dit expert de l'année. Je ne suis pas trop d'accord finalement sur cette qualification parce qu'il n'est pas trop expert, il est plutôt abordable, il est plutôt familial, je trouve. Tout le monde va pouvoir y trouver son compte. À partir de 10 ans, ça veut tout dire. Et pour ceux qui n'ont pas trop suivi, le Kennerspiel, ça fait partie des prix qui sont décernés chaque année en Allemagne au festival, au salon du jeu à Essen, où sont élus les meilleurs jeux de l'année, les Spiel des Jahres. Vous regarderez d'ailleurs sur vos jeux, si vous en avez à la maison, s'il n'y a pas ce petit logo juste ici, ça voudra tout simplement dire qu'il a gagné le jeu de l'année dans les différentes catégories enfant, familial, expert, un peu comme en France finalement. Donc voilà, grâce à moi maintenant vous y ferez peut-être un peu plus attention. Donc oui, Cartographers, vous l'aurez compris, s'il est nommé, c'est pas pour rien, c'est un excellent jeu, un très bon flip and write, il manque quand même des petits ingrédients, mais le côté interaction en fait un indispensable à sa ludothèque, il va se démarquer des autres de la catégorie et vous savez que j'aime ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, likez, partagez et visionnez bien sûr en intégralité cette vidéo. J'espère que vous l'aurez fait. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un bon gros pouce bleu, à vous abonner ou à aller nous rejoindre sur Insta. On partage les jeux les plus récents qu'on a, les jeux les plus anciens avec une bonne review. Je vous explique un petit peu les règles, mais aussi mon ressenti avec des photos. C'est un petit peu plus joli. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc sur ce, comme toujours, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!